Bien, bonjour à toutes et tous. Nous remercions évidemment les organisatrices et organisateurs de ces journées pour nous avoir proposé d'y participer. Donc notre communication, comme ça a été dit, propose de revenir sur deux projets de recherche, le projet Suicidage qui portait sur le suicide des personnes âgées, et le projet Mal-âge, mal-être au grand âge, sur les expériences de mal-être dans l'âge avancé. Donc je vais commencer par quelques données de cadrage sur le suicide, présenter les principales hypothèses autour du suicide des personnes âgées. Et puis Ingrid Voléry reviendra plus particulièrement sur le projet Mal-âge en portant la focale notamment sur la question du genre. Alors, en bon sociologue, je commence par Durkheim. L'augmentation des taux de suicide avec l'âge avancé, c'est un fait social ancien. Dans sa volonté en fait, d'infirmer l'hypothèse d'une hérédité biologique du suicide, Durkheim il s'appuyait déjà sur ce tableau qui présente les taux de suicide pour 1 million de sujets par sexe et âge, et il constate, je vous ai mis sa phrase, non seulement le suicide est très rare durant l'enfance, mais c'est seulement avec la vieillesse qu'il arrive à son apogée. En fait, Durkheim, quand il présentait ce tableau, il ne cherche pas à expliquer le phénomène, mais simplement il l'utilise comme argument pour dire qu'on ne peut pas attribuer le suicide à l'hérédité. Alors, c'est ensuite, finalement, dans la partie de son ouvrage qui est consacrée au suicide égoïste, où Durkheim défend l'idée que l'intégration sociale préserve du suicide, qu'il mobilise le plus de tableaux de taux de suicide par sexe et âge, donc notamment ces deux grands tableaux-là, qui présentent encore une fois les taux de suicide par sexe et âge pour 1 million de personnes, et puis aussi en fonction du statut matrimonial. Donc avec ces tableaux, en fait, l'objectif de Durkheim, c'était de montrer que l'intégration sociale, et notamment l'intégration domestique, était un élément préservatif du suicide. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ici, Durkheim, il se contredit un petit peu par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant, puisque pour certaines séries, donc j'en ai entouré quelques-unes en rouge, là, en fait, on voit que les taux de suicide ils s'infléchissent dans la toute dernière classe d'âge. À cette époque-là, c'est à plus de 80 ans. Et Durkheim, en fait, il se focalise sur cette inflexion pour dire que le suicide tend à décroître pendant l'extrême période de la vie. Et il explique qu'à ces grands âges, l'homme physique tend à redevenir tout l'homme. La société se retire du vieillard ou il se retire d'elle. Et pour ce qui est du suicide des femmes, il dit peu de choses, mais il écrit « La femme peut plus facilement que l'homme vivre isolé. Il attribue aux femmes une aptitude à se passer de la famille et considère ça comme une marque de supériorité. » Donc, à la suite de Durkheim, les approches quantitatives portées par la sociologie et la démographie ont continué à faire le constat d'une augmentation des taux de suicide avec l'avancée en âge, mais l'ont soit normalisé, soit l'ont invisibilisé et allant même parfois jusqu'à la minorer. Donc j'ai pris ici quelques exemples. La question du suicide des âgés, elle est encore plus absente chez Halbwachs qu'elle ne l'était chez Durkheim. Il se limite à dire finalement c'est un fait bien connu, mais il n'en propose aucune analyse, si ce n'est de citer d'autres travaux qui évoquaient une plus grande détermination des personnes âgées. Plus tard, les travaux des démographes Darich, Chenet, Sureau vont contribuer à invisibiliser le phénomène, car plutôt que de mobiliser les taux de suicide par âge, ils vont s'appuyer sur des taux de mortalité par suicide ou sur la répartition des suicides par âge pour 100 suicides. Donc évidemment, les causes de mortalité dans l'âge avancé étant nombreuses, le suicide y apparaît comme une cause mineure. Et lorsque l'on considère 100 suicides sans tenir compte des effectifs par âge, cela donne également une représentation qui invisibilise le suicide des âgés. Le dernier élément, particulièrement présent chez Sureau, est le fait de porter en fait la focale sur les variations intercohortes, qui s'avèrent en réalité assez mineures, et finalement de ne pas discuter la permanence et la tendance majeure, qui est l'augmentation des taux de suicide avec l'âge. Plus récemment, les travaux de Baudelot et Stablet ont affirmé que cette tendance d'augmentation des taux de suicide par âge s'était déréglée, et je les cite, « Le suicide des jeunes augmente, celui des personnes âgées diminue, les jeunes sont devenus plus vulnérables et les vieux mieux protégés. » En réalité, quand on regarde dans le détail les chiffres, il n'en est rien. Je vous ai mis ici deux graphiques issus des travaux de l'Observatoire national du suicide. On voit bien qu'en fait, l'augmentation des taux de suicide avec l'âge, en dépit des variations intercohortes. Et on voit également que si les taux de suicide des âgés sont en baisse depuis le milieu des années 90, cette tendance, elle se constate aussi aux autres âges. Donc, comme vous pouvez le voir, le taux de suicide à plus de 85 ans a atteint 60 pour 100 000 au milieu des années 80 et se situe aujourd'hui autour de 35 pour 100 000.
Et il convient de noter qu'en fait, là, il s'agit des taux de suicide pour les deux sexes. Si on se focalise sur le taux de suicide des hommes, il apparaît que celui-ci il a atteint 157 pour 100 000 en 1985 et 152 pour 100 000 en 1990. En 2016, la date à laquelle on a lancé notre premier projet, le taux de suicide des hommes âgés de plus de 95 ans, il était de 120 pour 100 000, alors que le taux moyen était de 13 pour 100 000. Donc j'en viens maintenant à ce que dit la littérature en suicidologie sur la question des suicides des âgés. Donc il y aurait évidemment beaucoup à dire. J'ai synthétisé ici de manière un peu trop grossière les grandes hypothèses. Tout d'abord des hypothèses que j'ai qualifiées de biologisantes, qui considèrent en fait une fragilité génétique et ou biologique qui prédisposerait au suicide. Le vieillissement cérébral, dans ce contexte-là, pourrait accentuer ou produire des atteintes susceptibles d'être des facteurs de risque de suicide. L'autre registre d'hypothèses, que là aussi j'ai qualifié de psychologisante, porte la focale sur les troubles et les maladies mentales susceptibles d'être des causes de suicide. Donc là, je ne cite que la dépression, mais c'est évidemment pas la seule qui est présentée dans la littérature. J'ai insisté sur celle-ci parce que la dépression, elle est présentée comme spécifique pour les personnes âgées. Elle serait plus difficile à diagnostiquer. À cela, il est possible d'ajouter des hypothèses relevant davantage de la psychanalyse, telles que l'accumulation de traumatismes ou le syndrome de glissement qui est présenté comme un suicide passif. Enfin, on trouve un troisième registre d'hypothèses qui renvoie aux dimensions somatiques du vieillissement, la polypathologie, la perte d'autonomie fonctionnelle, la fragilité du corps, notamment, qui expliquerait le faible ratio entre suicide accompli par rapport aux tentatives de suicide qui est caractéristique du suicide des personnes âgées. Un autre registre d'hypothèses, plutôt contextuel, social, mais qui est en lien avec les précédentes, évidemment, c'est ce qu'on va retrouver chez des auteurs comme Bechler, à travers l'idée d'un suicide escapiste dont il considère deux sous-types, le suicide fuite, pour échapper à la maladie et à la souffrance, et le suicide deuil, qui renvoie à l'impossibilité de supporter la perte et la diminution. Les travaux d'Arnaud Campéon et de Lorena Toupet parlent, eux, de suicide comme ultime déprise ou ultime reprise. Ils vont un peu dans le même sens, même si Arnaud Campéon met davantage l'accent sur l'expérience du grand âge, l'étrangeté de cette période de la vie et les pertes d'attachement qu'elle génère, et notamment la solitude. L'agisme est un élément qui revient de manière plus ou moins affirmée dans de nombreux travaux. J'ai cité ici Jean Maisondieu, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres personnes. L'idée est que la place qui est faite aux personnes, aux vieillards dans notre société serait si peu envieuse qu'on les conduirait d'une certaine manière au suicide. Il est à noter que dans ces approches, la question du genre, elle est peu traitée. Bechler en dit quelques mots en faisant référence notamment à la masculinité, mais je ne vais pas développer ça. Ingrid y reviendra après. Donc j'en viens maintenant à nos projets, les projets Suicidage et Malage. Alors il s'agissait de deux projets qui s'appuyaient sur des méthodologies qualitatives, mais avec une différence importante entre les deux projets. Dans le premier projet, nous avons conduit des entretiens avec des proches de personnes âgées s'étant suicidées, tandis que dans l'autre, nous avons conduit des entretiens avec des personnes âgées identifiées par leur entourage proche et professionnel comme suicidantes, suicidaires, soit qu'elles aient fait une tentative de suicide, soit qu'elles présentent des signes de souffrance morale. Cette différence, elle est importante, et je dirais même qu'elle est cruciale, puisque dans le cadre du projet Suicidage, on a eu accès à des récits de proches qui sont pour la plupart ce qu'on appelle des proches éloignés, comme vous le voyez là, dans 9 situations sur 12, l'informateur ou l'informatrice est le petit enfant ou la petite nièce de la personne suicidée. Donc en orange ici, il s'agit de 6 cas de femmes suicidées, en bleu 6 cas d'hommes. Toutes les femmes étaient veuves, 3 d'entre elles vivaient en cohabitation intergénérationnelle, tous les hommes étaient en couple, sauf le dernier de la ligne qui était séparé. Tous les suicides, mis à part le suicide du père de Benjamin qui a eu lieu à 76 ans, ont eu lieu entre 82 et 96 ans, donc des âges avec des forts taux de suicide. Les récits qui sont produits en fait par les proches, ils reconstituent moins les circonstances précises de l'acte que le contexte dans lequel celui-ci est advenu. Ainsi, tous les récits concordent sur un point, c'est que ces personnes étaient atteintes au plan somatique, polypathologique et souffraient de perte d'autonomie, voire pour certaines d'incapacité et de problèmes de mobilité majeurs. Surtout, les récits collectés construisent des portraits de défunts qui relèvent de scripts genrés. Donc,
Ils construisent donc des portraits de défunts dont une partie d'entre eux relève d'une forme d'héroïsation. Donc la grande-tante d'Yvette et la grand-mère d'Alice appartenaient à la bourgeoisie intellectuelle. Les locutrices présentent leur suicide comme un prolongement et une illustration des femmes exemplaires qu'elles étaient, des femmes déterminées, courageuses, etc. Olga fait le portrait de son oncle en le présentant comme un homme fort, imposant, qui n'a pas supporté le fait que ses capacités physiques aient diminué. Franck décrit son grand-père comme un entrepreneur qui a réussi sa vie. Il l'admirait pour cela et selon lui, si son grand-père a choisi de mourir, c'est parce qu'il était satisfait de ce qu'il avait accompli et ne souhaitait pas que l'on garde une image de lui d'un homme dégradé. Les récits de Diane et d'Émilie relatent les suicides de leur grand-mère qui vivaient, donc je l'ai dit, en cohabitation intergénérationnelle. Ces cohabitations, elles étaient marquées par de fortes tensions durant lesquelles ces grands-mères menaçaient de se suicider. À nouveau, le suicide devient ce par quoi l'identité de ces femmes se trouve cristallisée. Elles sont présentées comme des grands-mères difficiles, dont le suicide correspond au script du suicide agressif et revendicatif. Mathilde entretenait avec son père des relations très conflictuelles, et finalement, les menaces de suicide, puis le suicide accompli, sont vus par elle comme les révélateurs de l'homme autoritaire et égocentré qu'il était. Et je laisse maintenant la parole à Ingrid qui va poursuivre sur le projet Malage. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite pour évoquer plus particulièrement les résultats de la recherche Malage. Voilà, c'est bon qui est là. Et la recherche Malage qui veut en fait déployer le questionnement qu'on a commencé à développer dans le cadre de Suicidage avec deux particularités. D'abord, on a souhaité travailler sur des récits en première personne. Donc, je développe mais peut-être à l'occasion des questions, on aura la possibilité d'évoquer les particularités de chacune de ces deux méthodes d'enquête et ce qu'elles font au résultat. Surtout, on voulait travailler sur les dynamiques de genre, en fait, que Frédéric a esquissé de manière plus fine. Alors, pour les collègues les participants non spécialistes du genre, quand on parle de genre, c'est pas simplement les inégalités hommes-femmes, c'est aussi les modèles de masculinité et de féminité auxquels les hommes et les femmes sont susceptibles de s'identifier ou sont susceptibles de mettre à distance. Donc, il y avait, si vous voulez, deux raisons à cela. D'abord, le deuxième aussi, merci. D'abord, Frédéric l'a rappelé un petit peu dans la présentation, au grand âge comme aux autres âges d'ailleurs, les conduites suicidaires suivent une distribution statistique sexuée. Les hommes se suicident tandis que les femmes tentent de se suicider. Et d'autre part, au plan qualitatif, les verbatims de suicidage faisaient apparaître des variations de genre, c'est-à-dire que vous aviez des femmes convoquées dans les récits sur les cohabitations intergénérationnelles conflictuelles, comme il vient de le dire, et en même temps des hommes plutôt convoqués dans des récits qui impliquent des personnes âgées qui ont le courage, selon les informateurs, d'en finir face à la diminution ou face à la maladie. Et donc il nous semblait quand même que si ce n'est les configurations suicidogènes, à tout le moins les récits de ces suicides étaient modelés par des normes de genre, on a voulu en savoir plus. Et qu'en disait la littérature donc, eh bien peu de choses du côté de la sociologie du vieillissement. Peu de choses du côté de la sociologie du vieillissement où, quand même, tendanciellement, les mal-être, les paroles de mort étaient rapportées aux effets sociaux du vieillissement, qu'il s'agisse de la perte d'autonomie, de l'inutilité sociale, du sentiment d'étrangérité au monde, dont Frédéric a aussi un petit peu parlé, avec plusieurs paradoxes quand même de notre point de vue. D'abord, si les hommes et les femmes expérimentent des mêmes limitations liées au vieillissement, pourquoi les hommes se suicident davantage ? D'autant que les femmes sont certes plus longévives, mais aussi plus susceptibles de souffrir de polypathologies invalidantes au grand âge, lesquelles sont susceptibles de produire des expériences subjectives douloureuses, pouvant susciter les tentatives de suicide. Donc, explication intéressante, mais avec zone d'ombre, et nous avons souhaité aller du côté de la sociologie du suicide, qui aborde ces différences de genre, autrement depuis Durkheim, je vous rassure. Chacun a son héritage encombrant, n'est-ce pas, dans les disciplines. Et donc la sociologie du suicide qui aborde quand même les différences de genre, mais de manière, on va dire, adulto-centrée, c'est-à-dire dans une perspective qui est plutôt centrée sur la façon dont le genre se déploie aux âges adultes. C'est-à-dire que chez un certain nombre d'auteurs que je n'ai pas le temps de reprendre ici, en fait, les conduites suicidaires des hommes, elles sont majoritairement renvoyées aux épreuves professionnelles traversées, tandis que celles des femmes sont plutôt renvoyées aux reconfigurations des relations familiales.
même chez Anne-Sophie Cousteau et Jean-Louis Panquechon, qui ont publié un article remarquable en 2008, « Le mal-être a-t-il un genre ?», qui discute des expériences de mal-être à des âges aussi avancés, mais chez qui on retrouve cette même idée que le suicide au seuil de la retraite pour les hommes viendrait des capacités déclinantes, intellectuelles et physiques, d'une perte des attributs de pouvoir liés à une interruption de leur fonction professionnelle. Tandis que chez les femmes, le pic d'expérience douloureuse qui survient entre 45 et 54 ans correspondrait à la fin d'une période marquée notamment par le départ des enfants du foyer parental. Donc on a la même chose d'ailleurs du côté des travaux anglophones, où dès 1993, chez Chris Girard notamment, on a une réflexion qui articule les plus forts taux de suicide des hommes à des transitions de statut professionnel qui sont jugées plus complexes, tandis que les femmes, elles, sont censées affronter des changements qui affectent des identités familiales considérées comme plus stables, donc moins bousculantes, ce qui expliquerait selon lui le fait qu'elles soient moins enclines au suicide. Et il introduit ici une idée tenace, j'ai envie de dire, l'idée d'un double avantage de genre des femmes, qui non seulement sont censées traverser des seuils biographiques qu'on juge moins saillants, mais qui sont par ailleurs considérées comme plus résilientes parce que socialisées au lâcher-prise, à l'art de la composition avec les limitations et les contraintes. Tout à fait intéressant là encore, mais avec un certain nombre de questions pour nous, en tous les cas. Si la retraite est à ce point central, pourquoi se suicider à peu près 25 ans après le passage à la retraite, puisque le pic de suicidalité chez les hommes advient beaucoup plus tard. Si les hommes adultes sont préservés des épreuves familiales, qu'en est-il des hommes vieux ? Quid des épreuves familiales, à l'image par exemple du veuvage, documenté par Vincent Garadec, qui les expose à des pertes d'autonomie, à des expériences aussi de déstabilisation identitaire forte. Du côté des femmes, ok, j'avais un peu de retard, désolée. Du côté des femmes, même interrogation, on les dit protégées par leurs enfants aux âges adultes, mais est-ce qu'elles le sont autant au grand âge, lorsque les enfants sont loin, lorsqu'ils sont pris par des charges d'aide vis-à-vis de leurs propres descendants, ou bien lorsque ces femmes jugent leurs enfants incapables de renvoyer l'ascenseur de l'aide à la hauteur de ce qu'elles escomptaient, augmentant le contingent des grand-mères vindicatives dont Frédéric a parlé. D'où l'enquête sur comment le genre vient travailler les contextes dans lesquels les conduites suicidaires peuvent se déployer, mais aussi, ça c'est très important, les manières de les mettre en récit. Donc du côté des hommes d'abord, et peut-être même seulement, selon mon efficacité et le temps que je prends. Alors, l'enquête Malage a montré que les narrations des hommes rencontrés mettent en scène des épreuves biographiques qui ont suscité une perte de contrôle et un déclassement dans les identifications masculines. C'est par exemple le cas à l'occasion d'une entrée en EHPAD. C'est ce dont témoigne M. Michel, qui est un ancien adjoint de direction, qui a réalisé sa première tentative de suicide quelque temps avant l'enquête. Âgé de 83 ans au moment de l'entretien, il évoque son sentiment d'avoir été placé, donc c'est les conditions d'entrée en EHPAD qui sont importantes, d'avoir été placé par son épouse, ne pouvant plus s'occuper de lui en raison de ses problèmes de mobilité. Il décrit une perte de contrôle d'une vie qui est aux mains des femmes désormais, de la sienne qui ne l'écoute plus. Elle ne m'écoute pas, elle écoute les autres, mais pas moi. Des soignantes de l'EHPAD, le personnel n'écoute pas, etc. En écho à ce qu'a dit Fred sur ses grands-pères peinant à accepter la perte de prise et qui sont jugés par les informateurs dont tu parlais, autoritaires et égocentrés. Alors évidemment, cette perte d'autonomie décisionnelle ne concerne pas que les hommes, mais elle a en tous les cas dans ce cas de figure des résonances très particulières parce qu'elle vient mettre à mal une identification de genre articulée à une identification de classe construite sur sa capacité à se faire entendre. Mais pour M. Michel, dans tout l'entretien, se faire entendre, c'est capital. Il a une autorité professionnelle et conjugale qu'il met en valeur dans l'entretien, qu'il a su construire au fil d'un parcours de mobilité sociale ascendante qui est très valorisé dans sa narration. Il se décrit comme un dur à cuire. Il insiste sur la façon dont il est parvenu, bien que peu diplômé, à devenir directeur des affaires sociales, tout en tenant sa femme, le ménage, les enfants, etc. Et on a un contrôle qui est mis à mal par une institutionnalisation qui se fait dans un contexte où rien n'a été préparé et où il n'a pas pu développer des stratégies permettant de négocier des espaces de reprise en main possible de son mode de vie à l'intérieur de cette EHPAD.
Donc, M. Michel se retrouve dans une tension qui découle d'une part d'une incapacité à se conformer à un idéal culturel qui enjoint les hommes à la maîtrise d'eux-mêmes et de leur environnement, alors même que lui-même n'a pas pu engager un travail de conversion de son image, peut-être aussi, en envisageant peut-être une redéfinition de la façon dont il conçoit ce que doit être une vie d'homme, y compris à son âge. Et on a un résultat qui vient faire écho à d'autres travaux qui ont montré comment les hommes voient dans le suicide, à d'autres âges aussi d'ailleurs, des moyens d'échapper aux situations dans lesquelles ils ne parviennent pas à, je cite, jouer la domination. Qu'en est-il maintenant du récit de la tentative de suicide ? Eh bien, le récit est genré, mais il permet de réparer ce que j'ai décrit comme une atteinte de genre. Les enquêtes qui ont été conduites sur le suicide des jeunes et des adultes ont montré l'existence d'un script qui pousse les hommes à performer leur position active, à la fois dans le choix des modes opératoires, comme dans les récits qui mettent en exergue leur détermination et leur courage. Et c'était aussi le cas dans les témoignages des proches, d'ailleurs. Et dans cette perspective, rater son suicide, je mets des guillemets, je ne fais pas mienne cette expression, mais c'est comme ça que c'est présenté, comporte d'importants risques de disqualification que les hommes âgés enquêtés vont essayer de contourner en utilisant la mise en récit, aussi face à l'enquêteur. 3 leviers particulièrement. D'abord, le fait de faire référence à un aléa imprévisible qui leur permet, c'était quelque chose d'important semble-t-il pour eux, de se distancier de toute faille personnelle ou fragilité psychique qui aurait pu être impliquée dans leur acte. Monsieur Duhaut, par exemple, qui est un ancien aide-soignant, a vieilli dans une bipolarité, accompagné d'ailleurs par les professionnels de santé, et a fait de multiples tentatives de suicide, mais qu'il renvoie toujours non pas à sa maladie, mais à des événements conjoncturels. Et vous avez ici sur la diapositive un court extrait d'entretien dans lequel il explique ces tentatives de suicide par la proximité aux médicaments, le desserrement de la surveillance conjugale avec sa compagne qui fait une sieste en ayant laissé son traitement sur le frigo, ou bien un contexte de consommation d'alcool excessive. Je vais passer là-dessus parce que je suis un peu lente. Outre l'aléa, c'est la question de la technicité qui est mise en valeur dans les récits de la tentative de suicide, comme chez M. Thibault, qui est un ancien infirmier, et qui met en valeur dans son récit la maîtrise technique des molécules que sa socialisation professionnelle lui a conférée. Enfin aussi, un troisième critère moins documenté dans la littérature et qu'on aimerait bien creuser, dans les récits des hommes, la mise en exergue d'un corps pour soi. Chez les hommes, le suicide, ça les regarde, ça rappelle à chaque fois dans les narrations l'idée d'une pleine possession d'un corps dont ils ne doivent pas rendre compte à l'entourage. Monsieur Duhaut, par exemple, parle dans l'entretien de l'intérêt porté au dispositif d'aide au mourir, de l'importance qu'il accorde au fait de maîtriser les conditions de la fin de sa vie après sa tentative de suicide. C'est pas dissimulé aux enfants, c'est présenté comme un choix strictement personnel. J'en ai parlé, ça n'avait pas l'air de soulever des débats particuliers. Ils sont habitués à mes idées fantasques. La tentative de suicide n'est jamais envisagée comme un moyen de se soustraire au rôle social de père, que les hommes assument sur un mode volontaire et pas dans un sentiment d'obligation morale, de sorte que le désir de mort ne suscite pas, dans les narrations collectées, le sentiment de culpabilité vis-à-vis des enfants qu'on a pu voir chez les femmes enquêtées. Et donc, je n'ai pas le temps, évidemment, comme je l'imaginais, de vous décrire ce qui se passe chez les femmes. Donc, pour conclure, je vous laisse quand même la slide et vous dire que, en définitive, un des résultats importants, nous semble-t-il, de cette recherche, c'est le fait que les tentatives de suicide au grand âge ne peuvent pas être interprétées comme une simple réponse au poids de l'âge, qu'il s'agisse de l'isolement social qui l'accompagne, etc., mais que ces tentatives de suicide mettent aussi en jeu, peut-être s'agit-il aussi de dimensions étudiées par les psychologues lorsqu'ils parlent des remaniements psychiques qui accompagnent le vieillissement, en tous les cas ici, des recompositions dans les identifications masculines et féminines qui mettent en tension et qui sont susceptibles de générer mal-être et dans certaines configurations, tentatives de suicide. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Francesca Mininel, anthropologue de la santé. Merci beaucoup, c'est vraiment très, très intéressant. Vous avez parlé de différences de genre. Je voulais savoir si vous avez observé aussi des différences
par rapport aux origines, en tout cas aux éléments plutôt aux données socioculturelles des personnes auprès de populations particulières, par rapport justement à comment ils vivent aussi la cohabitation intergénérationnelle ou des raisons de suicide. Merci beaucoup. En fait, non. Inclure sur les recherches sur le suicide, c'est compliqué, donc on prend un peu ce qu'on peut trouver. Et donc on n'a pas pu avoir de variations culturelles, on le regrette, ça aurait été intéressant. On a des variations de milieu social, comme on l'a dit, assez importants pour le coup, des variations entre milieu rural et milieu urbain qui sont assez marquées aussi. Mais effectivement, sur les différences d'origine culturelle, on n'a pas ça malheureusement. Raphaël Gorit, je suis psychiatre. Merci, c'était vraiment passionnant, je trouve. Plutôt un commentaire qu'une question. Vous avez cité le chiffre de 70 à 90% de pathologies psychiatriques qui sous-tendent en tout cas qui sont présents dans le cas de suicide chez l'âgé. C'est encore plus vrai quand il y a une pathologie somatique. Je trouve que ça éclaire d'un jour particulier. Ça veut dire quand même que dans 70 à 90% des cas, il y a quelque chose à proposer, en tout cas au plan des soins. Chez ces personnes, je trouve que ça éclaire d'un jour particulier la loi à venir. Voilà, c'était juste un commentaire. Merci, c'est intéressant. Je suis psychiatre aussi à Québec et depuis le début de ma carrière, il me semble que les taux changent beaucoup. Je ne sais pas au niveau sociologique, anthropologique. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, les jeunes hommes, c'était catastrophique. On avait le taux le plus élevé de la planète. Maintenant, c'est les hommes d'âge moyen. Le taux diminue chez les personnes âgées. Ça change beaucoup. Dans ma carrière d'une trentaine d'années, ça bouge beaucoup, beaucoup. Pour le Québec, je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, sur l'Europe, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que depuis un siècle et demi, les taux de suicide des personnes âgées sont les plus élevés et c'est une constante qui n'a pas été infirmée en un siècle et demi, quoi. Depuis qu'on a des statistiques sur la question, avec un peu plus de suicides dans les pays de l'Est de l'Europe, et en France on est dans une position intermédiaire, mais depuis qu'on a des statistiques, les personnes, on va dire, au-delà de 80 ans se suicident en moyenne 10 fois plus que les 15-25 ans, en moyenne, et c'est parfois beaucoup plus que ça, quoi. Donc ça n'a pas changé. Merci. Je voulais rajouter un petit élément sur votre proposition là. En fait, j'ai pas eu le temps d'aborder la situation des femmes, mais l'accompagnement psychiatrique n'a pas forcément d'effet à ce qu'on a pu voir disqualifiant chez les hommes, puisque dans l'exemple que je prenais, le fait d'être psychiatrisé parce qu'il était suivi pour bipolarité depuis longtemps n'était pas de nature à entamer l'image qu'il pouvait avoir de lui-même, cette personne-là, s'agissant de sa capacité à se gouverner, à tenir sa vie. Chez les femmes, en revanche, l'accompagnement psychologique et psychiatrique, notamment souvent elles sont suivies pour dépression, étiquette dans laquelle elles ne se reconnaissent pas toujours, vient construire l'idée d'une faille psychique qui les culpabilise encore plus, alors qu'elles sont entourées. Parce qu'il y a vraiment l'idée que si elles sont entourées, protégées par leurs enfants, c'est impossible et inconcevable d'avoir un mal-être et de passer à la tentative de suicide. Donc avec vraiment des effets en termes d'identification très différenciés. Voilà. Et juste pour compléter sur la question des troubles mentaux et de la dépression, c'est vrai que pour moi, ça demeure une question. C'est effectivement le lien entre le trouble mental et puis le suicide, et puis aussi sur la méthodologie en elle-même, sur les chiffres que j'ai présentés, qui ne sont pas les miens, mais qu'on retrouve dans pas mal de publications. Ces taux, en fait, ils sont donnés par autopsie psychologique, ce qui est une méthodologie qui est discutable, à mon avis, qui est discutable sur pas mal de points. Merci beaucoup, Sarah Carvalho, la plateforme. Merci beaucoup pour votre présentation que je trouve moi aussi passionnante. Est-ce que dans les récits, il y a
disons, une prise de position par rapport à l'invisibilisation du suicide des personnes âgées, parce que dans les discours publics, on parle beaucoup du suicide des personnes jeunes. Mais voilà, est-ce que vous, dans vos entretiens et dans les récits, aussi bien chez les proches que chez les personnes âgées, il y a une espèce de reprise de cette invisibilisation? Dans le corpus suicidage, c'est pas présent en fait. Il n'y a pas de discours là-dessus parce que je pense que même les gens en fait qui ont eu une personne qui se suicide dans la famille n'ont pas conscience des taux de suicide, des surtaux de suicide des personnes âgées. Par contre, effectivement, on l'a pas dit, mais parce qu'on ne pouvait pas tout dire, mais on a mené des entretiens aussi avec des professionnels de santé, et notamment des psychiatres, qui eux le disent par contre, qui eux disent effectivement, on sait qu'il y a une problématique du suicide, des psychiatres et des psychologues qui disent oui, on sait qu'il y a une problématique liée au suicide des personnes âgées. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que les entretiens qu'on a menés avec ces médecins, psychiatres et les psychologues, c'est qu'aussi ils vont revenir sur les données épidémiologiques et dire bah oui, on sait qu'il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de troubles mentaux. Puis quand on leur dit et vous dans votre patientèle, est-ce que vous avez eu des cas? Parce que c'est comme ça qu'on les a rencontrés, c'est parce qu'ils avaient eu des cas dans leur patientèle. Ils disent ah oui, j'ai eu un cas, mais là dans ce cas-là, c'est pas quelqu'un qui souffrait d'un trouble mental en fait. Donc il y a la donnée épidémiologique et puis après il y a les cas qu'on suit et il y a un discours un peu différent sur l'un et l'autre. Pour ce qui concerne Malage, l'invisibilisation du suicide des personnes âgées a joué sur l'inclusion comme problème pour nous parce qu'en fait, on a pu très peu inclure par le biais des EHPAD pour un certain nombre de raisons liées au fait que, outre le contexte politique qui était franchement pas propice à la remontée de ce type de situation, il y avait l'idée selon laquelle on doute toujours de la volonté, du caractère volontaire. Bon, ça c'est une autre question, mais voilà, hein, donc qui gêne un peu le repérage, ce qui fait qu'on a dû passer par des dispositifs de prévention de la récidive suicidaire type vigilance, et ce qui fait aussi qu'on a des gens qui sont plutôt jeunes, entre guillemets, 75 ans, etc., par rapport au pic se situant plutôt à 85 ans, mais ça c'est vraiment lié à ces difficultés d'inclusion. Du côté des informateurs, à part en effet chez certaines femmes de milieux aisés, et il faudrait une enquête plus large en fait, hein, pour pouvoir augmenter le nombre de situations dans ces cas-là où il est fait référence non pas à cette invisibilisation, mais à l'idée un petit peu d'un suicide philosophique. Je vis désormais comme une marmotte, reclus chez moi, lorsque j'ai eu une vie sociale importante, etc. Voilà. Pour le reste, c'est intéressant de mesurer, au contraire, que les tentatives de suicide ne sont jamais présentées comme des suicides de vieux et de vieilles, en fait. Jamais comme de vieillesse. Mais comme des suicides pour les femmes d'intensification de care. Charge de care intensifiée, épuisement des ressources. Et là, par contre, on le relie au vieillissement et voie silenciée. Impossibilité de se faire entendre et le corps reste le dernier instrument de contestation possible. Merci beaucoup. Vous avez fait un lien vers ma question, Adrien Evin, coprésident de la plateforme. C'est comment vous avez réussi à accéder, notamment pour Malage, où les patients, ou plutôt les citoyens, étaient dans ce désir de passer à l'acte, sans éviter d'être déjà chez des patients qui étaient dans la récidive, puisque du coup, on est aussi dans une autre population. Donc j'ai cru comprendre que c'était via les EHPAD et via des informateurs en EHPAD qui vous alertaient, mais... Oui, alors après, je ne sais pas si on est dans une autre... On est sans doute dans une autre population pour certains indicateurs, mais pour les dimensions que nous interrogions, à savoir les questions d'identification de genre notamment et leur lien avec les expériences douloureuses, c'est pas si évident que ça. Voilà. Donc on est passé par des EHPAD, ce qui a permis en effet d'avoir des primo-suicidants à des âges avancés, quelques-uns, mais pas beaucoup. Par vigilance, on a eu quand même des gens qui n'étaient pas toujours dans de la récidive suicidaire, enfin c'était une tentative de suicide parfois récente, hein, donc pas forcément dans des suicides réitérés, et on a utilisé ensuite une enquête boule de neige en passant, parce qu'on voulait aussi des gens dans des espaces plus ruralisés, plus à distance des dispositifs de soins, etc. Et donc on a eu quelques situations de suicide, alors j'en ai pas parlé, mais qui renvoient dans la littérature à ce qui est appelé les pactes suicidaires, que j'ai plutôt appelé le suicide conjugalisé, où on a en fait des suicides des femmes, des tentatives de suicide, non pas pour se déprendre du care, mais pour se conformer à leur idée d'un care conjugal qui doit suivre jusqu'à la mort. Donc c'était des situations voilà, assez atypiques, ça nous a permis d'avoir ces situations-là. Merci. Oui, bonjour, Benjamin Viplose, moi je suis médecin.
je sais que vous êtes sociologue et que le diagnostic n'est pas forcément facile à élaborer dans ce genre de thématique, mais on parle de dépression et il y a quand même un autre syndrome qui peut conduire les gens à se suicider, qui est le découragement, comme disent nos amis québécois, ou la démoralisation. Et est-ce que ce syndrome, vous le prenez en compte parce qu'il a une perspective sociologique, puisqu'il tient en compte la personne et puis son environnement aussi, alors que peut-être que la dépression est plus centrée sur l'individu. Donc je m'interrogeais si ça ne pourrait pas expliquer une partie de ces suicides mystérieux où les gens semblent pas déprimés et quand même mettre fin à leur jour. Je vais parler juste là du projet Suicidage. En fait, nous, on a bien collecté, comme j'ai dit, les discours des proches plutôt éloignés. Pour eux, le suicide, il n'est pas mystérieux, en fait. Il est expliqué notamment par le grand âge, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, par exemple, là, pour les 2 femmes qui ont prévenu leur famille, elles ont prévenu leur famille avant de se suicider. L'une des 2, elle a téléphoné à ses enfants, ensuite elle a téléphoné aux pompiers en disant « je vais me défenestrer à tel endroit », puis elle a sauté par la fenêtre ensuite. Donc, pour les proches, en tout cas, mais encore une fois, c'est le point de vue des proches, ces suicides, ils sont très clairement expliqués au sens où c'est des personnes qui étaient extrêmement usées, polypathologiques, qui avaient perdu le goût de vivre parce que, pour les 2 femmes dont je parlais, c'était bourgeoisie intellectuelle qui ne peuvent plus lire. D'accord, on a perdu la vue, on a perdu l'audition, et donc on a perdu le goût de la vie. Donc peut-être que ça rejoint votre idée du découragement. Effectivement, pour les hommes que j'ai mentionnés, mais encore une fois avec ces scripts genrés, comme on a essayé de le dire, c'était des hommes forts qui faisaient leur jardin, qui aimaient couper du bois, parce qu'on était en milieu rural et que leur vie était attachée à ça. Et du point de vue des proches, à partir du moment où ils ont été rivés à leur fauteuil et coincés chez eux à domicile sans pouvoir sortir et en ayant perdu ceux qui, du point de vue de leurs proches, faisaient l'intérêt de leur vie, ils n'avaient plus envie de continuer, ils étaient fatigués de vivre, ils en avaient marre. Ça, c'est le discours des proches. Encore une fois, on n'était pas dans la tête des gens qui sont morts. C'est ça qu'on appelle le découragement. Peut-être, oui. Et comme finalement dans le DSM-5, cette entité ne figure pas en tant que telle, c'est reconnu comme dans la CIM 11, maintenant la nouvelle classification internationale des maladies qui n'est pas encore en application. Si on n'a pas ce regard-là, vous dites c'est l'âge. Mais l'âge tue les gens, mais pas par suicide. Il tue les gens, mais pas par suicide. Il y a autre chose qui vient s'interférer là-dedans et qui n'est pas l'âge. Oui, non, mais encore une fois... Pousser les gens à se tuer et oui. de façon claire. Et dans le découragement, ce qui était intéressant dans la description de Frankl, c'est que justement, on voit bien que ce n'est pas forcément ceux qui en apparence sont les plus forts, c'est des fois ceux qui sont les plus forts qui se suicident de découragement et pas les plus faibles en apparence. Voilà, excusez-moi. Je ne sais pas. Il y a toujours un décalage entre les étiquetages des professionnels. Quand on rentre par les structures, c'est ça. On nous a conseillé des gens qui étaient dans un glissement, dans une mise à distance, etc. Donc la manière dont ils mesuraient ça, c'était le refus, par exemple, des activités collectives dans les EHPAD, parce que c'est jugé professionnellement central. D'ailleurs, selon les structures, ce n'est pas les mêmes indicateurs qui sont utilisés pour dire cette personne est en glissement ou pas. Et quand on allait voir la personne, elle n'était pas en glissement. Elle était au contraire dans une attitude de reprise et de colère vis-à-vis de reprise, parce que la colère, c'est aussi une reprise, je ne sais pas, sur son mode de vie. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. J'entends bien l'intérêt du découragement, mais avec la polysémie qui entoure le terme et la nécessité d'aller regarder plus finement, quoi. Là, la psychologue ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Je pense qu'au contraire, votre intervention nous invite, nous les psychiatres et les psychologues, à la plus grande humilité et à se garder de toujours psychologiser les comportements suicidaires nécessairement. Et enfin, voilà, au moins à être prudent. Et puis j'ai bien entendu que ces récits autour du découragement émanaient des proches. C'est ça. Et je crois qu'il y a le docteur Schwetzhoff qui... Et il fallait qu'on conclue. Merci de conclure. Mais on donne la parole quand même à Gisèle.
Gisèle Schweitzer, je suis médecin en soins palliatifs. Peut-être que ma question va faire le lien avec l'intervention suivante d'ailleurs. Vos résultats que j'ai trouvés passionnants faisaient écho à un travail qu'on a fait dans mon institution auprès de patients qui étaient demandeurs d'euthanasie. C'est pas la même chose de demander l'euthanasie et de se suicider, bien sûr. On a eu la surprise d'avoir essentiellement des femmes pendant 18 mois et que ces femmes aient une prévalence très importante de morts violentes, de figures d'attachement quand elles étaient enfants, de suicides de parents, de suicides de figures d'attachement. Et je me suis demandé si vous aviez vu des choses comme ça dans vos travaux. Donc, rapidement, on en discutera au café après, pour faire plaisir aux organisateurs. Pas tout à fait comme ça. Par contre, il y a des éléments qui font écho aux travaux quantitatifs de Claire Scodellaro qui montrent dans les récits des femmes qui narrent des expériences de violences de genre et de violences notamment sexuelles récurrentes et surtout non parlées. C'est non parlé. Et Claire Scodellaro, dans son travail quantitatif, semblait montrer aussi, mais pour les jeunes âges, l'écho que cette expérience pouvait générer. Donc c'était pas nécessairement sur des figures d'attachement, mais si peut-être aussi, parce qu'en fait, ça se passait dans des contextes familiaux, donc je pense que ça fait quelque chose aux figures d'attachement, le fait d'avoir silencié la parole autour de ces violences. On vous remercie beaucoup pour votre intervention.